profilage Facebook. Super. Moi, j'ai juste eu un peu peur pour l'Eurovision, mais depuis qu'on fait aux sélections. Non, mais moi je trouve que qu'est-ce qu'on a On comme failli talent. choisir une chanson en anglais. On a beaucoup de talent, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup Angélique, excellente journée à vous. Tous vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr. Demain, la matinale toujours encore, comme tous les jours de la semaine, 7h, 9h, avec de nouveaux invités. Et nous accueillerons un groupe du Val-d'Oise, Anyways. Restez avec nous dans un instant, c'est le bar de l'économie, comme chaque matin aussi du lundi au vendredi. 9h, 10h, présenté par Florence Sueur, 98 FM. Nous allons faire d'ici quelques secondes un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous, comme toutes les demi-heures, le matin entre 7h30 et 9h. Bonne matinée avec nous, n'hésitez surtout pas aussi à venir échanger, à venir discuter, échanger, discuter, c'est la même chose sur notre page officielle Facebook et puis découvrir aussi nos invités grâce à nos différents Facebook Live. Encore une fois, une très bonne matinée sur la radio du bien-être. L'actualité proche de chez vous, un dernier nouveau point en compagnie de Sophia Duarte. L'Ogonais et coordinateur du PS, Rachid Temal, a indiqué voter pour Olivier Faure. Les militants sont invités à voter aujourd'hui et le 29 mars pour désigner le nouveau premier secrétaire du parti. Pour le coordinateur, la priorité du PS, c'est d'engager une refondation idéologique qui doit être la plus large possible avec les militants comme les sympathisants. C'est aussi se rassembler pour conduire ce chantier titanesque. En matière d'emploi, des embauches sont possibles autour de l'aéroport de Roissy. Faisons le tour. Dans les transports, il faut une quinzaine de candidats de plus de 18 ans avec le permis C poids lourd pour débuter une formation en mai. L'hôtellerie-restauration, c'est 250 postes à pourvoir avec un bon niveau en français et en anglais. 45 postes de vendeurs sont possibles dans les commerces de l'aéroport. Dans la sécurité, ICTS et Securitas recrutent 500 postes d'agents de sûreté. Vous suivrez une formation pro. Enfin, 6 postes d'agents de piste sont à pourvoir. Sachez qu'un forum des métiers de la logistique est prévu le 28 mars à la Maison de l'Environnement de Tremblay en France. À l'occasion de la semaine de la persévérance scolaire, l'Académie de Versailles et le corps enseignant trouvent des solutions pour le bien-être des élèves. Afin de lutter contre le décrochage scolaire, à Cergy hier au Carreau, des enseignants et élèves ont testé un atelier de relaxation, une technique qui améliorerait la confiance en soi. D'ici samedi, d'autres exercices seront mis en avant, comme la sophrologie. La thématique est le rapport entre le bien-être et la réussite scolaire. Un quart des établissements valdoisiens mettent en place ce type de solution. En sport, saluons la belle performance des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, toujours invaincus en football américain. Le 4 mars dernier, ils avaient battu les champions de France à la Courneuve des Flashs. Le 11 mars, ils ont fait match nul contre les Molosses d'Asnières. C'est avec 10 joueurs blessés que les Cougars affronteront les Black Panthers de Thonon-les-Bains le 24 mars. Quittons le Val d'Oise pour assister au concert de Gilberto Gil. La légende de la musique populaire brésilienne viendra animer une soirée jazz aux côtés de Nando Reis et Gal Costa. C'est à l'occasion de leur tournée Trinca de Haces, traduction hollandaise. La soirée est prévue le samedi 17 mars à 20h30 à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Pour réserver, allez sur le site lascènemusicale.com. Merci beaucoup. D'autres informations proches de chez vous à 12h15 sur la radio du bien-être, 9h02. Oui, il y a 1 minute 33 là. Florence se prépare à arriver dans un instant avec son invité. Nous parlerons des effets spéciaux, je crois. C'est bien ça. Et de l'Europe. Et de l'Europe. Et c'est qui votre invité, justement? C'est Jean-Colas Prunier, un Il est là. expert mondial. Il a travaillé sur des Ça fait films, 20 ans qu'il travaille. Oh là là, vous allez voir, ça va être sensationnel. Génial. Nous allons donc entre autres parler du 7e art avec vous et votre invité jusqu'à 10h dans le cadre du bar de l'économie sur IDFM Radio Regain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos nombreux invités. Nous avons évoqué notamment le repas café d'Erani sur Oise qui répare toutes vos machines régulièrement sur cette commune du Val d'Oise. N'hésitez surtout pas à venir les voir sur leur site internet. Merci à nos deux invités donc, de nous avoir parlé de ce repas café et puis aussi à la Daraji Family
Ils seront demain à l'UMB de Sannois à 20h30. La matinale revient dès demain de 7h à 9h sur IDFM Radio Anguin et 98 FM. Je vous laisse donc entre les mains de Florence pour l'émission Le Bar de l'économie. Et si vous voulez en savoir davantage sur toutes vos émissions, puisque c'est la radio du Val-d'Oise la plus éclectique du Val-d'Oise, avec des émissions santé, accordéon, des émissions musicales diverses et variées en soirée avec reggae, électro house, il y a aussi du rock et plein d'autres courants musicaux. N'hésitez surtout pas à venir sur notre site internet idfm98.fr. Très bonne journée, à demain matin. Fallait que je comble la minute. J'ai vu ça. Eh oui, mais il y a ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bravo, je suis impressionné. Fallait me le dire, hein. Fallait me faire parler C'est pour plus. ça que vous avez fait parler un tout petit peu Mais avec j'aurais moi pu. pour qu'on échange. Mais vous m'avez coupé la parole, sinon je pouvais continuer sur l'Europe. Et j'avais pas calé Tant pis. éventuellement Faut plus prendre de café maintenant. Hein. Comment? Faut plus prendre de café. Bravo. Hein. Moi je prends rien du C'est tout en super. plus alors. Il est là de 7h à 9h. Ah ouais, non, mais bravo, là, Et comme j'habite moi, je me lève à 4h30. Oui, mais ça, c'est un choix personnel depuis peu de temps. C'est Oui, vraiment oui, mais- très mal choisi. Ah oui, mais quand vous avez des Ouais, enfants je sais, et la famille elle est là-bas dans le coin. donc Alors, du coup, il est pas- parti habiter à l'opposé dans le 91, qui est très loin pour nous. C'est pas encore. On est en retard, là. On s'arrête à 57, nous, de 10h, à peu près. Allez, ça, c'est notre générique, c'est parti. C'est bon, Julien, vous êtes prêts? On y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue au Bar de l'économie pour ceux qui nous rejoignent. 3 canaux pour nous suivre, vous le savez, l'AFM, l'Internet et surtout Facebook, notre page IDFM, car on vous présente toutes nos belles personnalités qui vous parlent en direct, en vidéo. Alors hier, nous vous annoncions la nouvelle possibilité des pompiers de nous repérer à 1 mètre grâce à notre smartphone avec le colonel Vermeulen. Mais en complément, je vous annonce qu'il y a 2 nouvelles applis. Une qui s'appelle Staying Alive, créée par l'association Agila, et l'autre c'est Sauve Life, utilisée par les pompiers de Paris. Toutes 2 géolocalisent les sauveteurs bénévoles qui se trouvent à côté de vous selon l'endroit où vous êtes. Même des sapeurs-pompiers réservistes peuvent intervenir encore plus vite que si vous téléphonez aux pompiers. Donc je vous propose de télécharger ces 2 applications. Je répète, Staying Alive et Sauve Life, c'est gratuit. Alors c'est nouveau, au Bar de l'économie, nous innovons tout le temps et ça fait un petit moment que je voulais faire quelque chose autour de l'Europe et du monde et ça y est, c'est parti. Comprendre l'Europe et le monde, eh bien c'est à partir d'aujourd'hui avec l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques dont le directeur est Pascal Boniface. Alors pour aujourd'hui, nous ferons un focus sur l'Europe avec Miguel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, qui a répondu à 3 de mes questions. Nous sommes aussi allés à la rencontre de responsables européens. Vous saurez tout sur les propositions de mobilité pour les jeunes jusque 35 ans, à travers un stage d'études par exemple, ou de professionnalisation, avec Nathalie Van die Stadt, porte-parole pour l'éducation et la jeunesse, le sport et la culture à l'Europe. En seconde partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Colas Prunier. Bonjour Jean-Colas. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Ferrytool, une start-up créée en juillet 2017 qui développe des solutions technologiques innovantes pour la création de contenu numérique. On appelle ça de l'animation 3D. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'elle fait et pour quel domaine, mais comme vous évoluez depuis 20 ans dans ce milieu, on va abuser de vous aujourd'hui, car on peut dire que vous êtes l'un des experts mondiaux sur ce sujet, et donc on aimerait bien un état de l'art, des industries du VFX, si vous voulez bien. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui en direct. Alors côté musique, eh bien quelque chose de très classique pour commencer cette journée. Je vous propose tout simplement Duke Ellington, Take a Train. Moi je reste debout pendant toute l'heure parce que sinon j'ai la voix qui s'endort. C'est très bien d'être debout, ouais. Bon alors là on fait pas très long malheureusement Julien, on n'a pas le temps. Ok, donc vous voulez combien? On doit faire... Bah on va faire 1,50 hein, c'est tout.
C'est juste une pause respiratoire parce que après je vais expliquer pourquoi je parle de l'Europe. Alors, Je crois qu'il y a et c'est un petit peu long. Ok. Donc, c'est un petit peu long ce que j'ai à dire, parce que je vais poser le sujet sur plusieurs continents. Il y en a peut-être qui vont pas être contents de m'entendre, mais tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je dis pas des choses méchantes, je dis que Faut du la contenu. réalité Faut- concrète. Faut du contenu. Je sais pas si vous avez regardé, hier soir il y avait un reportage sur la Russie. Ah, c'est sur Arte. Ouais. Ah oui, c'était terrifiant. C'est terrifiant. Enfin, c'est J'ai terrifiant. dormi, 3-13. Non, ben justement, je vais pas parler de ce reportage, mais je vais parler de... Parce que nous, on travaille avec l'Ukraine pas mal. Ah bon? Ah oui, Bah, les pauvres Ukrainiens, Ouais, mais ils c'est sont pour quand ça, même... c'est un choix, c'est mon engagement à moi, mais c'est dur. Ah oui, c'est dur. Alors, si vous voulez réagir, vous me faites un petit signe et je vous donne la parole. Avec plaisir. Donc, même après les intervenants, Ça marche. ça c'est possible. On y retourne. On y retourne. Alors, comprendre l'Europe et pourquoi parler de l'Europe? Eh bien, tout simplement, 70 ans de paix, c'est appréciable, ne trouvez-vous pas? Et oui, cela fait 2 ans que l'Europe peine, car si le couple franco-allemand n'avance pas, eh bien, rien n'avance au niveau de l'Europe. Les intérêts européens ne sont pas les mêmes selon que l'on est à l'ouest ou à l'est, car à l'est, on surveille la Russie. Le président Macron n'a pas hésité à se poser en porte-parole de l'Europe depuis qu'il est élu, et il a bien fait, car Angela Merkel s'est enlisée dans ses négociations de coalition gouvernementale jusqu'à hier. Aux USA, Donald Trump impose des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, mais les Européens espèrent en être exemptés. Pourtant, ils exportent environ 5 milliards d'euros d'acier et 1 milliard d'euros d'aluminium chaque année vers les États-Unis. Et on voit que cela ne plaît pas au marché financier. Pour Donald Trump, les Européens sont des individus ingrats et désinvoltes qui assurent leur défense aux frais du contribuable américain. Pour info, Trump vient de limoger son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, et le remplace par Mike Pompeo, patron de la CIA. En Chine, le Parlement chinois a aboli à 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions ce dimanche 11 mars la limitation des mandats présidentiels au profit de Xi Jinping, qui obtient donc son ticket pour une présidence à vie à 64 ans. Côté économique, si vous utilisez la plateforme Alibaba ou Wish, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les produits sont si peu chers? Eh bien, le gouvernement finance le transport, donc toutes les exportations, tout comme il subventionne les entreprises. La Chine investit énormément dans les nouvelles technologies, dans un futur Internet propre à leur dictature, avec les Russes, mais ils veulent profiter du protectionnisme américain pour investir et renforcer leurs relations commerciales avec l'Europe. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, une 50aine d'accords et de contrats devaient être signés, notamment avec Airbus et Areva, mais notre déficit commercial était en 2017 de 30 milliards d'euros avec la Chine. Alors côté russe, l'Europe accuse la Russie de mener une campagne de désinformation orchestrée à travers le plus grand nombre de canaux possibles, aussi souvent que possible. En 2 ans, l'unité de lutte contre la désinformation à l'Est de l'exécutif européen a réuni plus de 3500 exemples de désinformation pro-Kremlin qui contredisaient des faits pourtant accessibles au public et étaient répétés dans de nombreuses langues et à de nombreuses occasions, a déclaré le commissaire européen en charge de la sécurité, Julian King. Le ton monte, vous avez vu, entre Londres et la Russie, et Theresa May a annoncé hier l'expulsion des 23 diplomates russes ainsi que la nouvelle suspension de contrats bilatéraux avec Moscou. La chef du gouvernement a également annoncé qu'il n'y aurait pas de représentants britanniques, diplomatiques ni royaux à la Coupe du Monde de football qui se déroulera en juin et en juillet en Russie cette année. L'Europe a bien conscience que le Brexit doit se passer en douceur. Et grâce à l'Europe, comme je l'ai dit, nous venons de passer 70 ans dans la paix et nous célébrons les 60 ans du traité de Rome à 27 pays membres. Mais les décisions que nous prenons sont écoutées, observées et nous sommes un exemple pour d'autres pays, je dirais même une référence. Les sociétés européennes sont les plus égalitaires du monde. Voilà pourquoi on veut vous faire comprendre l'Europe, comprendre le monde. D'où ma première question avec Miguel Moratinos. Bonjour Monsieur le ministre. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, pourquoi faut-il une Europe forte? Il faut aussi une Europe Un solidaire. peu plus forte, s'il vous plaît, dans le studio. Avec des valeurs et des principes.
Comme vous avez dit, il y a va une rendre petite... plus fort C'est 4 l'action minutes, hein, pas et 14. le rayonnement de l'Europe J'ai mis 14, mais dans non, tout le c'est monde. ITV1. Il faut une Il y a Europe un espace forte, qui va. forte dans ses principes. Donc par contre, juste une chose, là les autres interviews que vous avez mis, on les enchaîne, du coup ça vous parler après. Économique et financier, il faut Il y a interview 2, interview 3. Mais à chaque fois, je pose ma question. D'accord, ok. Donc c'est dans ce sens-là. Bah, vous l'avez sur mon petit Ouais, machin, non mais ouais, hein. parce que vous m'avez mis le doute avec le 14 minutes. Du coup, je Non, mais c'est parce qu'il y a un espace manquant. C'est les numéros de mes interviews. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, je te rappelle. Je suis désolée, c'est de ma faute. Pas grave. Forte en soi-même. Mais c'est la photo qu'elle des croit en interviews. soi-même. Et que Ah, mais c'est normal, vous n'êtes pas dans le sujet. C'était dessiné pour ce siècle. On ne soit pas un acteur irrélevant qui ne compte pas dans les décisions, qui ne compte pas dans la promotion de droits de l'homme, etc. Et que là, on n'arrive pas à jouer le rôle qui est accordé à une puissance comme Oui, c'est d'accord, la ok. puissance européenne. Donc là, soyez bien, ça va très vite mes questions. Hein, Imposer après. rien, mais on doit manifester et décliner chaque fois notre catalogue de principes et de valeurs, de droits que l'Europe s'est donné pendant ces 60 années d'existence. Alors, est-ce que vous pensez que c'est qui doit défendre la vision de l'Europe? Est-ce que c'est au ministre de la Défense C'était qui génial, il parle doit bien français. porter cette vision? Les citoyens, c'est les citoyens qui doivent défendre la vision de l'Europe. Et dans un système démocratique comme tous les pays européens, qui doivent respecter la démocratie, qui doivent respecter les critères de Copenhague en 93, doivent s'exprimer et choisir des dirigeants qui croient dans cette vision Ouais, après, européenne. les À autres partir ont de là, beaucoup c'est de les Ah oui, oui. 2 minutes et une heure. Donc, il faudra laisser le micro ouvert. tous ceux qui ont D'accord. à faire. Ah oui, sinon, ça La va pas, défense, hein. c'est très bien. Et là, d'ailleurs, La sécurité, là, il faut c'est peut-être très ouvrir le bien. micro, Mais là, moi, non? j'entendrais En même temps, encore, on a une plus 58. parler, On est long, celui-là, il fait 4 parler minutes. plutôt de paix que de sécurité. Ils allumerez le micro à 10 secondes de la fin de La l'interview. sécurité Ah, finalement, s'est c'est bon. introduite à tous les niveaux. On ne parle pas de paix. Dans les périodes entre-guerres, de la Première et la Deuxième Guerre, il y avait des manifestations pacifistes. Aujourd'hui, le pacifisme est considéré Je vais comme poser un cette élément question parce que négatif. on a oublié qui n'a pas- la qui jeune n'a pas, génération. le Pour elle, rayonnement. On c'est doit un être acquis de la fort. paix. Tout à fait. On doit assurer et protéger, mais on doit en même temps donner la capacité pour que cette protection se fasse dans le cadre d'une démocratie libérale, Et pas que la comme paix celle qui sont que l'on acquis, s'est donnée Tous les de nous retours, tous pendant les Le dernières droit décennies. Mais pour nous, Les jeunes de voyager. générations, c'est-à-dire les gens qui naissent en ce C'est moment ça et qui sont jusqu'à sûrs, 50 ans, on n'a pas connu la guerre. Donc, Les combats de nos parents. pour nous, la paix, c'est un Des acquis. millions. La paix, c'est un acquis. On ne peut pas imaginer, pendant 60 ans, pas un seul conflit. Dans le territoire européen, bon, le Balkan, ils sont des pays candidats, mais ils ne sont pas encore pleinement membres de l'Union européenne. Mais ça, c'est une grande réussite. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est comme tout. Quand on vous enlève, quand vous perdez ce que vous avez ici, ou alors on crie, on saute tous les alarmes. Et pour Ok. garantir On y retourne une dans paix, 30 il faut secondes. travailler. Allumez les Il y a un micros, nouvel là. agenda. Un agenda pour les jeunes, pour la nouvelle génération, c'est l'agenda de la durabilité, l'agenda de la lutte contre le changement climatique, de la garantie des droits des hommes et des femmes. Ok, on y va dans Et 15 les secondes, 17 je mets le micro. objectifs de développement durable qui ont été approuvés par Monsieur le ministre, le mot défense porte sur la paix, la sécurité, le côté sanitaire, environnemental, les renseignements, mais pas seulement. à comprendre le monde d'aujourd'hui s'il n'y a pas un multiculturalisme. André Malraux disait que le XXe siècle serait culturel ou ne serait pas. Moi je dis que le XXe siècle sera multiculturel ou ne sera pas. C'est-à-dire l'Europe doit s'adapter à qu'il y a d'autres identités qui s'accumulent et qui bénéficient les uns sur les autres. C'est dans cet esprit que l'Union européenne doit être bâtie et doit être développée. Est-ce que vous pensez qu'on aurait des raisons d'avoir peur, enfin de vouloir renforcer notre défense, alors là purement militaire, face, quand on voit la Russie, la Corée du Nord et peut-être même la Turquie?
Bon, la défense est un outil fondamental pour avoir une politique étrangère. Je ne suis pas contre une défense européenne, tout le contraire. Je crois, et la chancelière Merkel l'a déclaré, le temps est venu pour que les Européens prennent la défense des intérêts par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on sorte de l'Alliance Atlantique, mais on doit avoir notre propre espace de défense et sécurité. Comme j'ai dit dans mon intervention, une fois qu'on a bien établi l'intérêt européen et la politique étrangère européenne. Mais cela dit, on a besoin d'une défense et pour cela, on doit mutualiser les capacités défensives de chaque État membre. Ça serait positif en tant qu'esprit de construction européenne et ça serait positif pour les épargnes qu'on pourrait faire dans les budgets nationaux. On y retourne dans 15 secondes, j'allume le micro. Les budgets sont très coûteux. Alors, vous avez parlé d'une Europe à 2 vitesses. À quoi faites-vous référence? Une vitesse d'intégration, une vitesse d'avoir plus de supranationalité dans les centres de décision, que ce soit économique, financier ou politique, et qui défendent des valeurs et des principes qui ont été au début de tout ce parcours, tout ce projet européen. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent seulement une zone de libre-échange, ceux qui veulent faire seulement une Europe des marchés, bon, ils sont légitimes. Mais alors, ils font partie de d'autres clubs. Julien, là vous enchaînez la pause musicale. Juste on parlait pas entre Non. Là je parle plus. Okay. Si, je vais dire merci, monsieur le ministre, je suis bête. Si, il faut que je dise merci. Je le rallume pour quelques secondes et on enchaîne avec la au sein de l'Union européenne, de progrès, de solidarité, que s'il y a des gens qui souffrent, nous on sommes prêts à les aider. On est des actions de justice et de légitimité internationale qui sont défendues, qu'on utilise la diplomatie et le dialogue comme instrument fondamental et que seulement la force soit utilisée au cas où tous les moyens qu'on a essayé. Merci beaucoup, monsieur le ministre Miguel Moratinos, d'avoir été avec nous sur IDFM. À bientôt. Si vous voulez entendre la fin de ce qu'il dit, il faut mettre le casque. Ça va être pareil, mais bon. Non, mais vous voulez réagir à ça ou pas? Non, pas du tout. Non. Je trouvais ce qu'il disait peut-être remarquable. C'est remarquable ce qu'il dit, vous trouvez? Je trouvais ça bien. Non, je trouvais ça bien expliqué. C'était de la pédagogie assez simple, avec des mots simples, bien choisis, bien construits. Son message, il parle très bien français, c'est son message passait bien, c'est ça que je veux dire. Après, j'ai tendance à me retirer du débat politique. Bah, moi, je m'intéresse pas tellement au débat politique, je m'intéresse à l'économie, mais on voit bien que, je veux dire, bon là, on a de la chance d'avoir un gouvernement qui s'intéresse à l'économie, et heureusement, parce que pendant 5 ans, ça n'a rien passé. C'est pas tout à fait le jeu, mais je suis pas tout à fait contre vous. Mais par exemple, regardez le... Enfin, pas grand-chose. J'ai pas étudié l'historique des jeunes entreprises innovantes et du crédit d'impôt recherche. Donc je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement Sarkozy, mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place par le gouvernement Hollande. Oui, mais beaucoup moins que... Il y a des réformes qui auraient dû être mises bien avant pour relancer l'économie, le travail, tout simplement. Tout à fait, d'accord. Une certaine rigueur dans le discours qui manquait. Là, vous nous laissez pas longtemps, hein. Ok. Ça fait combien de temps, là? On a fait 1 minute, là. D'accord. Donc, dans 50 secondes, on reprend. Okay. Ah oui, non, mais on a le temps. Ah oui, on a le temps parce qu'elle va parler que 7 minutes. Ah bah c'est bon, on n'est pas du tout en retard. J'avais peur. Non, c'est parfait. Oui, parce que attendez, la dernière partie, le 4, je vais vous dire exactement. Oui, il fait 7 minutes. Il fait 6,56 exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Et comme ça, à 30, on refait une pause musicale et après, c'est Jean Collat qui s'exprime. Je coupe là ou on laisse en entier, du coup, on attend non, on y va. Okay.
Attendez, que j'y sois. Voilà, c'est bon. On est bon? Oui. Allez, c'est parti. Allez, vous avez reconnu un grand classique encore, c'était Glenn Miller, In the Mood. Il a plu ce matin, donc il faut apporter du soleil. Alors toujours comprendre le monde, comprendre l'Europe. Nous sommes à la rencontre cette fois à Bruxelles de Nathalie Van Diestad. Nathalie Van Diestad, vous êtes porte-parole pour l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture. Bonjour. Vous vous étonnez que la France n'utilise pas les ressources européennes pour envoyer les jeunes faire des stages à travers l'Europe. Un rapport observe à ce jour la quasi-inexistence de la mobilité européenne. En France, en 2016, seulement 3 955 jeunes alternants apprentissage et professionnalisation confondus ont bénéficié de séjours à l'étranger financés par le programme Erasmus+, alors que 15 000 jeunes pourraient partir. L'Europe essaie en ce moment de construire un espace européen de l'éducation. Que fait-elle ? Dans un processus qu'on pourrait appeler celui de Göteborg, où les États, les chefs d'État et de gouvernement ont très clairement montré leur volonté d'avancer ensemble dans la construction d'un espace européen de l'éducation. L'éducation, c'est une compétence nationale. La Commission européenne, les institutions européennes sont là pour... Voilà, on a le temps. Si vous voulez prendre un café, vous pouvez. On a 6 minutes. Vraiment montrer un peu... Vous pouvez mettre un petit peu plus fort, Julien ? Ce qui ne fonctionne pas en studio. Vous pouvez nous mettre un peu plus fort ? Donc, après, si jamais de Göteborg, si jamais vous voulez réagir dessus. Juste un truc, le prochain morceau, il est long, il fait 7 minutes. Ah non, mais l'intro est super longue. Est-ce que vous voulez que je raccourcisse l'intro ou pas ? Oui, je veux bien. On fait déjà des propositions. On est au premier. Oui, au contraire même. Les gars qu'elle a chanté. Des propositions qui... réécoutez, oui, parce qu'il faut... C'est un joueur de piano exceptionnel. Il faut chanter l'intro. Moi, j'adore. C'est Yaron Herman, vous connaissez ? Il s'est produit à Roya il n'y a pas longtemps. Je ne le connaissais pas et je suis allée voir un peu ce qu'il faisait. C'est un joueur... Ah oui, donc c'est que du piano. Donc oui, donc du coup, là, en fait, on dit tel quel. Vous pouvez laisser un peu d'intro pour introduire. Oui, non, mais 20 secondes. C'est que du piano, on dit juste tel quel et puis on prépare un paquet de propositions qui sont de l'ordre des recommandations aux États membres sur la diversité des langues et l'apprentissage des langues. Est-ce qu'on aura très précisément des recommandations à donner en matière de combien de langues mais on veut mettre l'accent sur l'apprentissage des langues qui est un outil pour la mobilité des jeunes et on sait qu'il y a une volonté aussi d'aller chercher du travail et de travailler en plusieurs langues et un besoin d'acquérir les compétences linguistiques. Les propositions en question sont à la fois sur les universités mais aussi sur les écoles. Donc là, je mettrai aussi l'accent sur la petite enfance et effectivement les langues font partie des sujets qui sont... j'ai viré là. 30 ans d'Erasmus, on pense qu'effectivement c'est le dispositif qui incarne vraiment l'Europe et pourtant vous disiez sur la période 2014-2020 c'est 3,7% de la jeunesse européenne qui est concernée. Alors à la fois populaire mais en même temps il y a encore beaucoup à faire pour séduire davantage la jeunesse européenne. Il y a effectivement beaucoup à faire. C'est le programme lui-même a gagné beaucoup en budget sur les dernières années, puisque entre 2007-2013 et 2014-2020, on a gagné 40% de budget et aujourd'hui on est à 14,7 milliards d'euros sur 7 ans. Comme l'a dit le président Juncker l'année dernière, il est très heureux de voir qu'il y a 9 millions de jeunes qui ont bénéficié du programme Erasmus depuis 30 ans, mais il veut être 9 fois plus ambitieux. Et pour ça demande plus d'argent. On a devant les chefs d'État et de gouvernement... Tout le problème de la Commission de l'Europe, c'est qu'ils émettent des projets, mais ils ne peuvent pas interférer dans les gouvernements. Donc c'est un jeu, c'est très compliqué en fait. Des jeunes, on aurait besoin d'augmenter à 29 milliards, donc de doubler le budget. On ne fait pas de pause musicale entre là et puis les infos que je vais donner. C'est après mes infos, avant, pour faire la pause avant le second sujet. Budget sur 7 ans pour arriver à presque 30 milliards d'euros.
Donc là, vous prenez la parole, les infos, la pause musicale, et puis ensuite on passe au deuxième sujet. Pourquoi c'est important? Alors, c'est pas seulement la mobilité des jeunes, c'est la mobilité de tous, mais c'est aussi une volonté. Aujourd'hui, vous traversez plus facilement les frontières. Il reste encore combien de temps là? Fondamentale. On y va dans 2h40. De traverser des frontières, de pouvoir étudier, travailler, apprendre, être volontaire ailleurs dans l'Union européenne. Pourquoi c'est important? Parce que ça a un impact sur l'apprentissage, la capacité d'apprendre notre culture, d'aborder, de comprendre notre culture, d'apprendre des langues, de mieux se former pour un monde du travail qui est plus exigeant, plus internationalisé. Donc ça, c'est important. Donc, depuis toujours, l'Union européenne a mis l'accent sur la mobilité. Et c'est important aussi parce que ça facilite aussi l'employabilité, voilà, pour utiliser un mot un petit peu technocratique, mais l'employabilité, la capacité d'être employé. Vous allez plus facilement convaincre un employeur si vous avez eu une expérience à l'étranger, si vous parlez plusieurs langues, que le contraire. Ça, c'est très clair dans un monde plus mondialisé. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le cœur de l'Union européenne, comprendre quels sont les pays voisins avec lesquels on construit l'Union européenne. Donc évidemment, pour la Commission, c'est faciliter la mobilité, c'est une valeur fondamentale. Voilà. Concernant les apprentis, quels sont les freins exactement au développement d'Erasmus pour les apprentis? Je pense notamment aux questions de paiement des salaires, de paiement des charges sociales. Qui les prend en charge? Qui s'en occupe? Alors ça fait partie des priorités de l'évolution du programme Erasmus+. Donc on a, depuis 2014, on a élargi le programme Erasmus, devenu plus à d'autres populations, d'autres catégories de population. C'est plus seulement les étudiants, c'est aussi les apprentis, les professeurs, les stagiaires par exemple, ou les volontaires, les bénévoles. Mais il y a une volonté politique de la Commission de mettre l'accent sur les apprentis. Pourquoi? Parce que le programme Erasmus+ ne suffit pas. Souvent, les jeunes apprentis partent une semaine ou deux on y retourne dans 30 secondes. Stage d'apprenti, en apprentissage à l'étranger. Ça ne leur suffit pas pour apprendre un métier, tout simplement. Donc on doit développer cette partie-là du programme. On doit aussi, là c'est la responsabilité beaucoup de la commissaire Thyssen, de développer alors, on dans 15 secondes. Merci beaucoup Nathalie Van Diestad d'avoir été avec nous sur IDFM. À très bientôt pour l'évolution des programmes pour les jeunes et moins jeunes. Je rappelle que les programmes et les aides à la mobilité européenne sont jusqu'à l'âge de 35 ans. Alors quels sont-ils? Eh bien il y a, comme elle vous l'a dit, Erasmus+, mais dans tous les cas, de toute façon, il faut prendre contact avec vos établissements, que ce soit des écoles ou des universités, et puis aussi des associations ou des entreprises qui peuvent envoyer et prendre un jeune en contrat de professionnalisation. Et pour cela, il faut déposer un dossier, et ça peut aussi se faire avec l'aide de votre mairie ou du conseil départemental ou de la directe. Donc il faut que les entreprises et les universités se rapprochent. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur le site ec.europa.eu. Vous pouvez aller aussi sur info.erasmusplus.fr/candidater ou sur étudiants à l'étranger, tout attaché, sans accent bien sûr, .fr. Alors, d'après les Échos, le journal Les Échos, consolider les défenses urbaines face au terrorisme, tel était le mot d'ordre de la conférence des maires de l'Union européenne organisée ce 8 mars par la Commission européenne et le Comité des régions, à laquelle ont participé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ainsi que des maires et des représentants de nombreuses villes européennes. Julian King, le commissaire européen à l'Union de la sécurité, annonce l'allocation de 100 millions d'euros pour la sécurité des villes en Europe. La République en marche lancera
Autre info, La République en marche lancera le samedi 24 mars 2018 sa grande marche pour l'Europe. Elle ira à la rencontre des Français et des Françaises, partout en France comme à l'étranger, pour recueillir leurs préoccupations, leurs attentes, leurs propositions pour la refondation du projet européen. L'Europe est donc en train de mettre en place ce qu'ils appellent un corps de solidarité. Je vous propose de vous en parler jeudi prochain. Allez, une petite pause musicale avant de passer au second sujet du jour. Je vous propose d'écouter ce fameux pianiste Yaron Herman avec son titre No Surprise. Ah, le teasing! Comment? Le teasing de ouf, là, vous nous faites attendre pour le prochain épisode, quoi, pour avoir les infos. Bah oui, mais il faut bien du suspense, hein. Sinon pourquoi voulez-vous qu'on m'écoute? C'est vrai, ça fait partie du storytelling. Comment? Ça fait partie du storytelling. J'en fais pas souvent, mais j'en fais. Non, mais c'est bien, faut en faire. Et oui, ça a marché sur vous. En plus, c'est l'interview de quelqu'un, mais alors on n'a rien compris à son truc. Ah. Il faut que je demande des compléments, parce qu'il nous annonce une nouvelle plateforme internet. Oui, mais alors il nous a pas dit quand, on sait pas. Donc, j'ai essayé de poser la question, mais ça a l'air d'être dans le flou artistique, donc il faut que je les recontacte. C'est un peu comme Jet, c'est sympa. C'est un peu moins Ouais, c'est sympa. joli. C'est une mode, Ce type d'improvisation un peu. C'est, comment il s'appelle, Aaron, je sais plus comment, là, l'Israélien, qui a mis ça en place il y a déjà presque 10 ans, je dirais. Et ça se ressemble un peu, c'est un style... Enfin, il y a des styles, on voit très bien les styles musicaux dans les différents corps de Dans musique. combien de temps, du coup? Comment? Vous voulez reprendre dans combien de temps? Oh bah une 50, hein, faut qu'il ait la parole. Ouais. Donc on se dit vers... Maintenant. Pas simplement pour les Ça fait combien de temps là? En fait, comme j'avais coupé l'intro, du coup... Je sais pas, à votre Ouais. avis, ça fait quoi, une minute là déjà? Ouais, un petit peu moins quand même, je dirais. Bon, on laisse encore 30 secondes et on y va. Ouais. Donc là, j'introduis avec le Pils, Mhm. et puis après on y va. Ok. On y va juste après ça, là. Bah, dès que vous mettez le on, moi c'est en rouge. Alors voilà. On y va. Donc, vous avez reconnu Yaron Herman, No Surprise. Jean-Colas Frenier, le Paris Image Digital Summit s'est réuni en janvier dernier à Enghien-les-Bains. Un cycle de conférences de bonnes pratiques destinées à promouvoir et à faire travailler ensemble la filière numérique française, une industrie dynamique, fortement créatrice d'emplois hautement qualifiés, dont la compétitivité est renforcée par la réforme des crédits d'impôt national et international. Les ressources et les compétences dont la France dispose permettent à la filière audiovisuelle et cinématographique de se développer, tant sur le plan national qu'international. Et vous nous en avez parlé d'ailleurs les 25 et 26 janvier dernier. Enfin, nous vous en avons parlé sur IDFM. Alors Jean-Colas Frenier, vous avez travaillé à ILM et à Weta Digital depuis au moins sur 20 films. Un total, vous avez reçu aussi un Academy Award dans la catégorie des effets spéciaux. Racontez-nous sur quel film et Alors, comment. moi, je l'ai pas reçu directement, mais c'est ce que j'aime souvent raconter dans mon travail, c'est-à-dire que on travaille sur des films célèbres. Donc, de temps en temps, j'ai des gens qui m'arrêtent et qui me demandent ce que je fais comme métier, et qui me disent est-ce que vous avez travaillé sur des films célèbres? Alors, je dis oui, j'ai travaillé sur Avatar, Le Seigneur des Anneaux. Mais donc ça me gêne toujours un peu d'en parler parce qu'en fait les gens du coup pensent toujours que vous êtes une célébrité. D'ailleurs ça m'est arrivé qu'on me traite comme une célébrité en me disant c'est la première fois que je prends dans mon taxi une célébrité. Et en fait j'aime dire que non, pas du tout, c'est d'abord un travail collectif. On se rend souvent pas compte ou souvent les gens partent malheureusement avant la fin du générique, mais par exemple sur un film comme Avatar, vous avez plus de 1000 artistes juste dans le domaine du numérique et des effets spéciaux pour travailler sur le film. Donc en fait je suis une de ces 1000 personnes. Et quand on reçoit un Oscar, bien sûr, on est très fiers, mais en général, ça va directement à la personne qui a été responsable des effets spéciaux numériques. Et malheureusement, c'était pas moi dans ce cas-là. Mais effectivement, on est tous quand même très fiers d'avoir participé à des films qui ont été oscarisés. Et dans mon cas, en fait, sur l'ensemble de ma carrière, sur les plus de 20 films sur lesquels j'ai travaillé, 5 de ces films ont reçu effectivement un Oscar. Alors lesquels, citez-nous? Alors, dans l'ordre, je crois que le premier sur lequel j'ai travaillé, c'était Le Seigneur des Anneaux 2, Le Seigneur des Anneaux 3, Avatar, Life of Pi, et probablement un cinquième, et King Kong.
Mais quel est celui qui a utilisé le plus d'effets spéciaux? C'est Avatar, quand même, encore maintenant? Clairement, Avatar était probablement le projet le plus ambitieux. Étonnamment, pas forcément celui que je préfère. Je pense que pour nous, ce qui a été, en tout cas du point de vue de l'expérience personnelle, je pense que mon travail sur le Seigneur des Anneaux 2 et 3 a été celui que j'ai préféré. Essentiellement parce que c'était une époque où le studio qui n'était pas encore vraiment connu, enfin on a commencé à connaître Peter Jackson après le succès du Seigneur des Anneaux 1, mais le studio qui a travaillé sur les effets spéciaux s'est construit petit à petit. Au départ, je pense que personne ne s'attendait à ce que le premier film ait autant de succès. Donc du coup, après, le studio a grossi énormément. On est passé de genre de 200 à 300 artistes à 700 artistes sur le 2, et du 2 au 3, on est passé à 1000 artistes, et sur Avatar, on était à 1200 artistes. Donc en fait, c'est d'avoir participé à la construction de ce studio qui a été vraiment extraordinaire. Avatar a été une telle machine, a été tellement difficile, parce qu'on était vraiment à la limite de ce que la technologie pouvait faire, que finalement, peut-être que l'expérience, à la fois sur le plan humain et sur le plan technique, a été moins satisfaisante que dans la construction ou la fabrication d'effets spéciaux pour le Seigneur des Anneaux, mais ça reste des expériences, bien sûr, assez extraordinaires. Oui, mais même pour nous, public, c'est extraordinaire. Enfin, nous, ce qu'on aime dans Avatar, c'est ce romantisme avec toutes ces fleurs, enfin ce n'est pas que de la bagarre, c'est ça qu'on veut dire. Ce n'est pas que de la bagarre. Donc, c'était quand même une première comme effet à l'époque. Oui, je pense que c'est un thème qui ressort de toute façon à travers tous les films de James Cameron. Personnellement, mon préféré dans la série des films de James Cameron, c'est Abyss, mais on retrouve cette thématique. Finalement, il y a un côté romantique, un peu à la fin, dans Abyss, quand il y a la rencontre entre l'homme et l'extraterrestre, qui est un extraterrestre féminin. Donc il y a un côté, puis il y a la beauté des fonds abyssaux. Donc cet élément un peu onirique, on le retrouve de toute façon à travers tous les films de James Cameron, mais il y a quand même des éléments de guerre et assez violents dans Bien sûr, c'est quand même la moitié du film, enfin même plus. Alors vous évoluez depuis 20 ans dans ce milieu, alors est-ce que vous pourriez nous faire un état de l'art des industries du VFX, s'il vous plaît? Oui, alors de toute façon je suis très content d'être dans l'émission, c'est d'autant plus intéressant que vous avez passé des documents sur l'Europe et sur l'usage de la langue anglaise, l'importance de parler des langues étrangères. Mon histoire, on peut en parler, on peut faire un état de l'art en parlant un petit peu, en tout cas en partant de mon histoire. J'ai démarré dans un studio qui s'appelait Ex Machina en 1992, et dans les années 90, il y avait 3 grands pays qui se partageaient, j'ai envie de dire, la domination mondiale dans le domaine des effets spéciaux et l'innovation dans le domaine de l'image de synthèse, qui était le Japon, la France et les États-Unis. Donc ça, c'était dans les années 90. Il y a énormément de Français qui ont été formés dans les années 90. On avait des studios qui étaient très connus dans le domaine de l'image de synthèse et des effets spéciaux en France. Il y a énormément de Français qui sont partis aux États-Unis. Donc il y a eu une énorme vague, j'ai envie de dire, d'émigration cette fois-ci, de gens qui sont partis, qui ont été embauchés à ILM et dans d'autres studios qui ont fait Matrix. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent chez Pixar, qui sont des Français qui ont participé comme ça à la construction des premiers studios d'animation en France. Et puis bien sûr après, au moment où Jurassic Park et Titanic sont sortis, les choses ont un petit peu changé. Les Américains, avec leur capacité d'industrialiser à la fois les effets spéciaux et l'industrie du cinéma, ont pris, j'ai envie de dire, une grosse longueur d'avance. Et à ce moment-là, les Français ont un petit peu rétrogradé, malheureusement. Et puis, il y a eu aussi, malheureusement, quelque chose qui a joué contre nous, qui est la langue anglaise. Donc, en fait, je pense que les Américains, entre autres, ont préféré travailler avec les Anglais qu'avec les Français, malgré notre avance technologique et malgré notre avance dans le développement de cette industrie. Et donc, le travail une grosse partie du travail, au début des années 2000, a migré de la France, qui était pourtant en tête dans ce domaine, vers l'Angleterre. Donc en fait, ce que vous voulez souligner, c'est qu'on ne parle pas assez bien anglais. On ne parle pas assez bien anglais. En tout cas, c'est très bien, oui, ça serait bien qu'effectivement... Je pense qu'effectivement, si les Américains avaient eu plus de facilité pour, à l'époque, travailler avec les studios français, on aurait peut-être davantage... on aurait pu travailler sur davantage de projets internationaux. Et puis les choses sont en train de se rééquilibrer un petit peu. Je pense que vous avez mentionné les aides françaises qui sont effectivement qui ont aidé à stimuler l'industrie en France. Et puis il faut aussi reconnaître qu'on a des très bonnes écoles. Alors lesquelles? Alors, je ne suis pas un expert parce que pour me défendre, je suis revenu en France. J'ai quitté la France en 98 et je suis revenu l'année dernière.
Donc il y a probablement des gens qui seraient mieux placés que moi pour parler des écoles françaises, mais par exemple, il y a un court-métrage d'animation 3D qui a été sélectionné pour les Oscars cette année, qui raconte l'histoire de la petite grenouille qui se balade dans une maison abandonnée. Donc il y a des écoles qui forment des gens qui sont des talents qui sont réellement reconnus internationalement. On continue d'avoir en France des studios d'animation qui sont aussi connus mondialement. Il y a Micros en France, il y a MacGuff, il y a Buff, compagnie. On a énormément de studios. On a un petit studio qui s'appelle Cube Creative aujourd'hui qui produit des petits films d'animation qui passent sur Arte en ce moment, qui est une série qui s'appelle Athleticus. Donc il y a énormément de studios comme ça en France qui font des choses qui sont vraiment très 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 intéressantes, qui sont connues à Annecy mais qui sont aussi sélectionnées dans des festivals internationaux. Donc la France reste un talent très très important, un pool très important de talents. Est très actif dans le domaine des effets spéciaux, mais j'ai envie de dire plus de l'animation parce que les effets spéciaux c'est un domaine qui est vraiment dominé aujourd'hui par les anglo-saxons. À la fois les Anglais, les Américains, un peu moins parce qu'il y a énormément de studios qui ont fermé aux États-Unis. Il en existe encore un peu en Nouvelle-Zélande parce que Weta Digital résiste. Et puis, beaucoup de ce travail a migré vers le Canada, aussi parce qu'il y a une politique de crédit d'impôt qui était extrêmement agressive. Ah oui, mais depuis au moins 15 ans. Ça fait au moins 15 ans que le Canada attire. Donc nous, on a été en relation, les professionnels de cette industrie ont été, peut-être, pour ce qui me concerne un petit peu moins que mes collègues qui sont restés en France, mais on est resté régulièrement en contact avec les membres des gouvernements successifs pour évoquer ce problème des crédits d'impôt qui sont extrêmement agressifs. Il faut savoir, par exemple, au Canada, aujourd'hui, vous avez, pour un dollar canadien dépensé, vous avez quasiment 45% qui est remboursé sur du salaire. Donc, si vous embauchez un artiste, aujourd'hui, quasiment 50% de ce salaire peut être remboursé, donc 45% par l'État. Donc, évidemment, on peut dire qu'on est dans une logique peut-être un petit peu... pas très... On n'est pas tout à fait à armes égales. Pas très, voilà, à armes égales, tout à fait. Alors, Jean-Colas Prunier, vous êtes revenu, comme vous le disiez, en France il y a 1 an. Est-ce que les Anglais, avec le Brexit, reviennent également? Ceux qui étaient partis en Angleterre. J'aimerais vous dire oui, mais c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Je pense que tant qu'on n'améliore pas la qualité du métro parisien, on aura du mal à faire revenir les Français en France. D'accord. Mais on verra. Non, on verra. Mais c'est une petite boutade. La France a des choses. Donc, quand moi j'ai discuté avec, quand j'ai un projet d'entreprise sur lequel vous me poserez sûrement des questions. Quand je suis revenu en France, juste parce que j'avais ce projet d'entreprise et j'ai rencontré des gens qui travaillent pour l'État, pour les régions, et c'est grâce à ces discussions, c'est grâce à ces gens-là m'ont quand même mis en avant les avantages de pouvoir créer une entreprise en France. Et j'ai fait la part des choses en disant j'ai le choix. J'avais le choix tout à fait à l'époque de dire je peux créer l'entreprise en Angleterre, je peux la créer au Canada, je peux la créer au Canada ou je peux la créer en France. Donc vous êtes revenu il y a 1 an. Et je suis revenu il y a 1 an. Alors justement, vous êtes revenu il y a 1 an pour mettre en route ce projet de start-up qui est en cours. La prophétie de l'iceberg, on peut dire. Alors qu'est-ce que c'est que cette start-up? Je vais mettre le copyright sur cette expression, donc ça a changé. Il y avait la théorie de l'iceberg, et puis j'ai pensé que ça serait bien de la renommer prophétie de l'iceberg. L'idée, c'est que quand on parle de la 3D et de l'image de synthèse, souvent les gens, ce qui est le plus connu dans le grand public, c'est l'idée que la 3D ou l'image de synthèse est utilisée pour faire des films d'animation. Tout le monde connaît les films de Pixar. Il y a une série d'animation que moi j'adore qui s'appelle Masha et l'ours, qui est très connue chez les jeunes. On connaît bien sûr l'utilisation des effets spéciaux et de la 3D pour des films comme Avatar, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Game of Thrones. Et Blade Runner, bien d'autres, oui, sur lesquels des Français ont travaillé. J'ai toujours, donc c'est toujours ça, c'est bien parce que c'est connu du grand public, mais quand on parle à des industriels ou à des investisseurs, les gens vous disent oui, mais la 3D finalement c'est utilisé que dans une industrie qui est celle du cinéma, qui est toute petite par rapport à d'autres industries, donc ça m'intéresse pas. Et la raison pour laquelle moi je me suis toujours accroché à la 3D, j'ai toujours dit c'est un média d'avenir, c'est que je crois que la 3D sera utilisée, l'image de synthèse sera utilisée dans bien d'autres domaines demain que juste dans les industries du cinéma. Et on commence à le voir. Donc l'idée de la prophétie de l'iceberg, c'est que la partie qu'on voit, c'est bien sûr juste l'utilisation de la 3D dans l'industrie du cinéma. Et toute la partie qui est sous l'eau, en fait, elle est en train de sortir de l'eau. On est en train de voir aujourd'hui des cas d'usage de la 3D, de l'image de synthèse, dans d'autres industries que juste l'industrie du cinéma. Alors laquelle justement? Alors, il y en a beaucoup. Alors c'est utilisé beaucoup dans des domaines industriels.
Bien sûr, c'est utilisé beaucoup en architecture, c'est aussi beaucoup utilisé dans l'industrie de l'automobile pour pouvoir le design, visualiser par le design, exemple. bien sûr. Alors quand on pense, effectivement, c'est bien de l'élargir, c'est pas simplement, par exemple, l'automobile, c'est aussi le design au sens large. Donc il y a une société française qui s'appelle Allegorithmique qui travaille, je sais, beaucoup avec des grosses sociétés que je ne nommerai pas, mais qui font des chaussures et des vêtements, parce qu'il y a un besoin de pouvoir visualiser les produits en 3D, de pouvoir les regarder avant qu'ils ne soient produits. Et puis aussi, on parle beaucoup de la voiture autonome et les gens ne le savent pas beaucoup, mais en fait, pour mettre au point les automatismes des voitures autonomes, on utilise beaucoup la 3D, l'image de synthèse, et notamment la 3D temps réel. Alors justement, votre société qui s'appelle Ferrytool, que vous avez créée il y a à peu près 1 an, vous travaillez sur un projet de logiciel pour pouvoir atteindre, que toutes les autres industries en dehors du cinéma puissent en profiter, c'est bien ça? C'est quoi votre technique, entre guillemets, révolutionnaire? On va peut-être pas donner les secrets, mais... Alors, on peut pas donner effectivement les secrets. Mais bon, c'est quoi le but finalement? C'est de gagner du temps? C'est de pouvoir être plus simple d'utilisation? Tout à fait. C'est un peu tout. L'idée au départ, elle était un peu... Il y a toujours une idée qui souvent, dans le cas des entrepreneurs, vient de l'envie de fameux, ce qu'on appelle le pain point, dans les présentations d'investisseurs, c'est-à-dire quel est le problème ou quelle est la douleur qu'on essaie de retirer ou de soigner. Dans le point de départ, dans ce qui m'a motivé dans la création de la technologie et de l'entreprise, c'était qu'après avoir passé 20-25 ans dans l'industrie du cinéma, j'avais trouvé que les processus de fabrication étaient devenus extrêmement lourds, extrêmement complexes, et finalement, à cause de ça, j'avais perdu un peu tout le plaisir que j'avais de créer ces films d'animation quand j'ai démarré dans l'industrie. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux contribuer pour retrouver ce plaisir que j'avais quand les choses étaient plus simples et quand les outils avaient davantage de réactivité parce que la chaîne de production était moins complexe. Donc l'idée au départ, elle était d'imaginer un outil qui permettrait de revenir, j'ai envie de dire aux fondamentaux, mais de redonner la main finalement aux créatifs plutôt que de donner la main aux techniciens. Mon idée, elle était, parce que je venais du monde du cinéma, elle était surtout de dire, ok, on va faire quelque chose pour les métiers du cinéma, mais en développant cette technologie, on s'est dit, notre objectif final, finalement, c'est de permettre de démocratiser l'usage de l'animation 3D et de mettre dans les mains du grand public des outils qui leur permettent d'animer des personnages 3D, des avatars 3D, et donc potentiellement de permettre à d'autres industries qui pensaient peut-être autrefois que ces technologies-là étaient fermées pour eux, d'y avoir accès et de regarder ce qu'on peut faire avec de l'image de synthèse aujourd'hui. Alors vous êtes combien pour développer cette future solution? Nous sommes une petite start-up, j'ai envie de dire, on suit un cursus assez classique, hein, donc on crée l'entreprise, en général les investisseurs ne croient pas sur parole, donc il faut qu'on montre un prototype. Donc aujourd'hui on a une structure de 4 personnes en France et puis on a 2 développeurs, on a une petite équipe de recherche et développement en Ukraine qui nous aide sur des aspects assez particuliers du projet. Ça c'est une volonté personnelle d'établir des liens socio-économiques et internationaux avec un pays qui m'est cher. Et puis, donc là, on vient de finir en mois de février un prototype qui nous permet d'aller voir les investisseurs et de dire aux gens qui pensaient que notre projet était très ambitieux, regardez, on est capable de le faire. Alors, on est une petite équipe, mais ce sont des gens extrêmement... Vous êtes une petite équipe incubée à Saint-Denis, c'est bien ça? On est dans un hôtel d'entreprise sur le parc d'activités de l'ICAD à Saint-Denis. À Saint-Denis. Alors, vos besoins actuellement, quels sont-ils? Vous êtes en recherche de quoi? On cherche, j'ai envie de dire... du support. Alors, il y a une structure en France l'État nous soutient bien, mais maintenant on a besoin de soutien d'investisseurs privés, donc on cherche à lever 1 million d'euros. 1 million d'euros. Donc vous êtes en recherche. Et là, vous venez justement de passer 3 mois à remplir des dossiers, vous me disiez. Oui, alors c'est tout à fait normal, hein, je m'en plains pas. C'est simplement peut-être de partager. Tous les gens qui ont créé une entreprise savent très bien que c'est un processus, comprennent mon expérience. Effectivement, pour pouvoir bénéficier de toutes les aides dont on peut bénéficier, et puis pour préparer le travail pour les investisseurs, ça demande énormément de temps. Donc effectivement, ces 3 derniers mois, je n'ai fait que remplir des dossiers. Oui, mais il y en a certains qui sont très intéressants, puisque vous allez faire les concours, notamment peut-être... Le concours à l'innovation organisé par la Banque publique d'investissement, BPI. BPI, France. Oui.
Donc c'est très intéressant parce que en fait, je pense que quand on est entrepreneur, on a besoin de maîtriser la technologie. On a besoin, dans mon domaine, c'est un domaine artistique, donc je maîtrise bien un côté artistique. Il y a un côté management que je maîtrise bien aussi, mais quand on est entrepreneur, il faut maîtriser des aspects entrepreneuriaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il me manquait un peu de connaissances dans le domaine de comment on présente les finances, comment on valorise l'entreprise, penser au business model, pas simplement à la technologie, pas simplement au produit, mais aussi comment on le vend. Donc l'avantage de tous ces dossiers, de cette aide publique finalement, c'est qu'elle vous donne, elle formalise un peu le processus, les dossiers qu'on va remplir, pose des questions tant sur la partie technologique et sur l'innovation, mais aussi sur comment on compte valoriser ce produit sédentaire. Donc ça me force à penser à ces aspects-là du projet, et ça c'est très positif. Alors donc on va répéter, si des gens veulent vous contacter, il faut contacter Ferry Tools. Comment on fait pour vous contacter par Internet? Par Internet, vous pouvez m'écrire. Sur quel site? Le mieux c'est de m'écrire. Donc à quelle adresse? Mes initiales, JCP, Jean-Colas Prunier, JCP, @ferrytool, FAIRYTOOL.com. Donc voilà, vous êtes en recherche, vous, la prochaine étape, c'est des investisseurs extérieurs, qu'ils soient privés ou banques, vous êtes à la recherche pour pouvoir vous développer. Oui. On vous souhaite bonne chance. Merci. Vous espérez que ce logiciel plus démocratique pourra être prêt dans combien de temps? On va lancer une version, il y a un gros festival international qui s'appelle SIGGRAPH, donc on espère annoncer notre technologie. Ça sera au SIGGRAPH. Voilà. À quelle date? À quelle période? C'est au mois d'août aux États-Unis, à Vancouver cette année. Donc au Canada, et puis dans la foulée, on espère lancer le logiciel, une version gratuite alpha du logiciel au mois de septembre. Donc gros lancement au mois d'août pour vous à SIGGRAPH, et en attendant, il faut trouver 1 million d'euros à vie aux investisseurs. Merci beaucoup Jean-Colas Prunier, bonne chance pour vous. On espère bien, on est sûr que ça va fonctionner. C'est quand même l'avenir, toutes les applications numériques. Alors, quelques infos avant de se quitter aujourd'hui. La réalité virtuelle n'a pas seulement de beaux jours pour le divertissement, comme vous l'a dit Jean-Colas Prunier. Elle peut aussi être utilisée pour réinventer l'expérience utilisateur dans des boutiques physiques, dans des magasins et sur les sites de e-commerce. En tout cas, c'est ce que pense le gros groupe américain Walmart, qui a donc des centres de grande distribution, car ils viennent de mettre la main sur une start-up qui s'appelle Spatialand, spécialisée dans la réalité virtuelle. Fondée en 2016, Spatialand développe des logiciels qui permettent aux créateurs de transformer un contenu existant en expérience de réalité virtuelle, aussi bien en ligne qu'en magasin physique. Le groupe planche notamment sur un magasin physique sans caisse, sous le nom de code Project Kepler, un concept qui sensiblement rappelle celui d'Amazon Go, imaginé par la firme bien sûr de Jeff Bezos qu'on connaît. Alors, Walmart teste également un service d'assistant personnel pour faire des recommandations de shopping aux clients et simplifier le processus d'achat. Une petite info maintenant sur un salon, c'est Smile en Île-de-France, promu par la région Île-de-France, du 27 mars au 1er avril 2018. Il accueille les collégiens au cœur d'une usine éphémère de la Cité des Sciences et de l'Industrie. À l'occasion de la Semaine de l'Industrie, le groupe des industries métallurgiques, Universcience et le GIFAS propose à des jeunes et aux parents et à leurs enseignants de vivre à la Cité des Sciences une expérience unique et ludique en les plongeant dans une usine en fonctionnement, et ils pourront découvrir tous les métiers, des ressources humaines aux achats, à la maintenance, à l'usinage, aux méthodes d'industrialisation, la qualité, la robotisation, bref, de quoi susciter les vocations de nos jeunes. Alors hier, j'ai dû avoir un coup de soleil de trop, je me croyais déjà jeudi, mais non, c'est aujourd'hui, c'est demain vendredi, et c'est demain que nous recevons le député Aurélien Taché et de jeunes startups. Soyez avec nous. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée. C'est l'équipe d'Isabelle Durand qui arrive. Je vous embrasse. À demain. Quelques secondes. Je suis un petit peu en avance. Faut pas être de la musique, hein, Vincent. C'est pour ça que je vous ai ça. Non, je peux pas. En fait, on était trop tôt. Pour une fois, j'étais trop tôt. Il va nous manquer 5-10 secondes. Ouais, c'est pas grave. Je vais rattraper ça. Laissez un peu plus de générique. Hein. Non, parce que je dis, une fois qu'on a fait tout le générique, il manquera pour 5 secondes. Donc on va rattraper avec un autre jingle derrière. Ouais, voilà. Super, merci Julien. Hop.